Merci, bonjour à tous. Alors, moi, j'étais pas venu avec cette question de table ronde, parce que sinon je repars de suite. Je suis venu pour présenter au nom de tout le groupe cette table ronde dont le vrai titre et le titre officiel était quelles actions pour lutter contre la désinformation sur les produits santé. Donc, une table ronde, on va le voir ô combien d'actualité comme il est d'usage agien. Que j'ai eu le préjudice de coordonner avec Hervé de Maisonneuve, Sophie Muller, énormément de participants très variés dont certains sont dans la salle et je les en remercie, et bien entendu Mathieu Molimar qui était à l'insu de son plein gré dans cette table ronde. Alors, pas merci, hop, voilà. Alors, comme il est d'usage souvent à Gien, enfin Gien Paris puisque maintenant c'est mixte, cette table ronde finalement s'inscrit dans la continuité d'une réflexion autour de l'information sur les produits de santé. Et ça ne date pas d'hier, même si j'ai pris les plus récents. En 2013, le même Mathieu M coordonnait une table ronde qui est ô combien de l'actualité, on l'a bien vu il y a quelques années, encore récente, puisqu'il s'agissait de communication sur les risques liés aux médicaments en situation de crise ou pas de crise. Et puis en 2022, il y avait, et ça fait parfaitement le lien avec l'intervention passionnante d'avant, il s'agissait de réfléchir sur la façon d'améliorer l'information des patients et leurs aidants sur le fameux bon usage des dispositifs médicaux. Donc on voit bien qu'il y a une réflexion, je dirais pas quasi continue, puisque les sujets tournent bien entendu à Gien, mais il y a comme ça des sujets et celui-ci en fait partie. Alors, pourquoi finalement s'intéresser en 2023 à la désinformation et surtout à en trouver des actions? Eh bien parce que, pour utiliser un mot qui a été souvent dit dans la précédente présentation, on en est à un virage, plus qu'un virage. Alors c'est pas le virage numérique, mais on n'est pas loin, puisqu'en effet la désinformation n'est pas un sujet nouveau. Et ce qui est nouveau, c'est pas le constat, c'est vraiment le virage, c'est l'ampleur que ça a pris. Avec bien entendu la place croissante du numérique, et il y a des aspects très positifs bien entendu, mais il y a des aspects, on va dire, qu'on maîtrise moins, et c'est sans doute ça qui est en cause. Et puis il y a ces fameux réseaux sociaux ou dits sociaux, comme vecteurs d'information et de désinformation, ou du mélange des deux, ou de la façon difficile. Il y a justement à distinguer quelquefois le mélange qu'il y a en des informations justes et des informations erronées qui le sont moins. La multiplicité des canaux, la volumétrie croissante des informations exactes, falsifiées, inventées, déformées, erronées. On avait utilisé pendant la pandémie ce terme d'infodémie, et on l'a bien tous vécu à ce moment-là, forcément avec une maladie émergente. La place prise par les fausses croyances générales, c'est-à-dire qui ne concernent pas nécessairement la santé, mais bon, nous on parle de la santé, donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et puis la place, bien entendu, du médicament. Alors on le connaît comme objet scientifique, objet industriel, c'est ce qui fait nos points communs ici à tous, mais objet sociétal, on n'en a jamais douté, mais peut-être l'ampleur de médicaments en tant qu'objet sociétal, et on l'a d'ailleurs bien vu pendant la pandémie Covid-19, où on a presque beaucoup parlé du médicament et pas du reste. Alors, je dis presque, bien entendu, c'est un peu exagéré, le pharmacologue exagère quelquefois. Et puis on est aussi dans un contexte où la parole publique est inaudible, ou, pour ne pas être très méchant ou suffisamment gentil, peut-être en décalage surtout par rapport aux attentes sociétales. Comme ça a été dit dans la précédente intervention, une demande de transparence. C'est vrai, et ça a aussi transparaît dans la précédente intervention, le fait qu'on est de plus en plus en quête d'immédiateté. Il faut rapidement qu'on sache si c'est blanc ou si c'est noir, si on est les mauvais, si on est les gentils. Et finalement, dans cet environnement-là, la parole publique est sans doute insuffisante, c'est le constat qu'on peut en tirer, du moins qu'on a tiré cette table ronde, et en tous les cas peu adaptée aux situations d'incertitude, et il y en a de plus en plus dans le domaine scientifique. Il y a toujours de l'incertitude, des limites, des points forts, des points faibles, etc. Là où les attentes
sont que les choses soient très très simples et le moins complexes possible. Et quelquefois, il faut savoir parler en situation d'incertitude, et c'est ce qui avait déjà été dit dans la table ronde de Gien en 2013. Hop, hop, hop. Alors, une table ronde sur un sujet complexe, bien entendu, mais qui ne peut être abordé que dans une vision transdisciplinaire. Alors, on retrouve là l'ADN des ateliers de Gien. C'est pour ça qu'il a fallu faire un casting avec des participants aux profils et aux compétences variées. Alors, bien entendu, avec des professionnels du médicament et des dispositifs médicaux des domaines académiques, institutionnels, industriels. On a fait appel à une start-up qui a accepté de venir et qui est spécialisée sur les données issues des réseaux sociaux. Nous avons convié des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, une sociologue parce qu'on est dans un domaine en pleine mouvance sociétale, un haut fonctionnaire qui est Monsieur Lasserre, qui nous a fait la gentillesse de nous rejoindre à Paris, des représentants de soignants, d'usagers et évidemment l'ami Vilude, et Chantal Gatignol est avec nous dans la salle cet après-midi. Nous avons travaillé comme d'usage à Gien de façon collégiale, mais nous n'avons pas et volontairement utilisé cette technique des sous-groupes que quelquefois on utilise quand les sujets sont très vastes et complexes, parce qu'il nous a semblé important justement de ne pas cloisonner, parce qu'on pense que aussi ce qui est propice à la désinformation, c'est aussi peut-être qu'on cloisonne trop et que chacun croit qu'il a fait le job et il repasse à un autre sujet. Donc on a voulu finalement se challenger sans cesse sur ce qui existait, ce qui pouvait être amélioré, voire même créé. Donc ceci s'est fait par des séances interactives. On a aussi partagé un certain nombre de documents, rapports supports, parce qu'il ne faut pas croire qu'on part de rien. Il y a eu déjà des réflexions antérieures. Donc vous pouvez retrouver dans l'article écrit en français et en anglais toutes les références que nous avons trouvées sur le sujet. Bien entendu, on s'est tous réunis à Paris au mois de juin. Alors tout d'abord, on ne fait pas une bonne table ronde à Gien si on ne parle pas des définitions. Donc on s'est relativement mis d'accord sur ce qu'était la désinformation, sa définition, son périmètre. Donc d'habitude, il y a énormément de définitions. Ce qui nous a semblé important, c'est de dire que la désinformation ne se limite pas uniquement aux fake news. Ça, c'est, on va dire, une définition de facilité, croire qu'il y a que ce qui est noir et ce qui est gris n'est pas de la désinformation. Ce qui est gris est aussi de la désinformation. Donc nous avons tiré ce constat-là en s'appuyant sur les deux définitions, celle du fameux Robert, le petit Robert que tout le monde connaît, qui définit que la désinformation comme l'utilisation des techniques de l'information de masse pour induire en erreur, cacher ou travestir les faits. Donc cette définition insiste et met surtout en avant le caractère intentionnel et manipulatoire. Il y a une deuxième définition qui est celle du Centre national de ressources textuelles et grammaticales ainsi que de dictionnaire de l'Académie française. Alors, heureusement que nous avions des experts du sujet, bien entendu, dans la table ronde, qui nous ont trouvé cette définition qui donc sur la désinformation, qui est donc définie comme la déformation ou omission non obligatoirement délibérée, vous voyez de quoi il s'agit, dans l'information publique, et donc qui insiste cette fois-ci sur un versant plutôt d'un caractère non volontaire. Donc tout ceci nous renvoie vers les acteurs pour finalement dire que finalement nous pouvons tous, à l'insu de notre plein gré, être des contributeurs potentiels à la désinformation médicale. Alors elle peut être non intentionnelle, par imprudence, extrapolation, souci de bien faire, vulgarisée peut-être, mais peut-être trop vulgarisée sans la nuance nécessaire, et elle peut être intentionnelle par omission, manipulation. Alors les motivations, on les connaît, ça peut être le bénéfice individuel, politique, financier, jamais en première intention. La première intention est toujours l'empathie, mais derrière l'empathie se cache toujours un bénéfice souvent financier, un livre ou autre chose. Et puis tout ceci prend parce qu'on est dans un terreau fertile finalement pour que tout ceci prenne de l'ampleur avec une faible éducation scientifique. On joue sur les peurs, les fameuses incertitudes dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis le complotisme dont tout le monde a entendu parler. Et dans cet écosystème finalement, eh bien il y a ces fameux amplificateurs que sont les plateformes, les réseaux sociaux. Alors bien entendu, direz-vous, tout ça c'est bien beau, mais des actions, alors ça arrive, n'ayez pas peur, elles sont là.
Donc 9 recommandations. Alors n'ayez pas peur, dans aucune des recommandations il y a le fait de créer une agence, ni de faire un énième rapport, ni de créer un ministère. Nous sommes restés dans notre rôle et dans notre modeste périmètre. Donc 9 recommandations. Alors ça fait un peu catalogue, hein, je m'en excuse. Je vais peut-être pas tous les passer en revue vu le temps. Il y a une recommandation sur laquelle je vais revenir parce que c'est la recommandation phare de notre groupe. C'est la création d'une plateforme collaborative information-formation sur les produits de santé dont la cible est le citoyen français. Je vais y revenir. La recommandation 2, c'est des connaissances de base sur les produits de santé. Donc, c'est sur le versant à la fois éducation et formation, parce que c'est vrai que le niveau est très très bas en France, notamment aux autres pays. Pour être critique, il faut déjà avoir des connaissances de base. La recommandation 3, eh bien, découle de ce que je vous ai expliqué en introduction, c'est le fait qu'il faut absolument renforcer la parole publique, partant du principe que la meilleure, finalement, lutte contre la désinformation, eh bien c'est l'information, sinon c'est le champ libre, ou bien toujours agir en réaction et pas en anticipation. Et quand on réagit en anticipation, eh bien on est plus difficilement audible, surtout quand il y a des problématiques dont on sait qu'elles peuvent facilement émerger. On est quand même dans un pays comme la France qui a une certaine culture, une certaine histoire. Alors la recommandation 4, c'est savoir communiquer avec les bons codes et les outils. La recommandation 5, c'est développer la recherche sur la communication dans le domaine des produits de santé, parce que là aussi, on ne communique plus maintenant comme on communiquait il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Pour réagir, il faut pouvoir repérer, donc se doter d'outils d'identification précoce et de régulation. Recommandation 7, maîtriser les contenus en développant l'esprit critique. Donc ça, c'est un peu lié aux connaissances de base. Recommandation 8, c'est un petit peu comme tout à l'heure sur les dispositifs médicaux et le numérique, hein, c'est définir les critères de qualité des sources d'information. Il existe déjà des critères, mais ils sont plus sur le versant technique que sur vraiment le côté qualitatif. Et puis, il faut, en recommandation 9, identifier, évaluer et référencer les initiatives pour le public, parce que certaines existent déjà. Donc, on va aller très vite sur ces recommandations. Donc, la première, vous l'avez compris, donc c'est la recommandation phare, elle n'est pas mise en premier pour rien. C'est la création d'une plateforme collaborative, donc d'information et formation sur les produits de santé. Ça part du constat que cette information sur les produits de santé, oui, elle est existante, il faut pas croire qu'on parle de rien, bien entendu, mais elle est souvent dispersée, non structurée, peu harmonisée, souvent insuffisamment accessible, mal référencée ou opérable. Les usagers nous disent nous-mêmes, mais où est-ce qu'il faut que j'aille chercher telle ou telle information? Il n'est pas toujours facile de distinguer et de vérifier rapidement par rapport à ce que l'on dit, ce qui relève d'une information ou d'une désinformation, et de savoir surtout ce qu'on allègue, sur quoi cela repose. Et donc, il n'y a pas de dispositif référençant les différentes sources d'informations disponibles et validées, ce qui laisse finalement le champ libre à toutes les informations, peu importe de qui elles viennent. Et du coup, ça met sur le même niveau finalement des opinions et des avis d'experts. Donc ceci se présenterait de cette façon. Alors ça pourrait d'ailleurs donner lieu à une autre table ronde de GIA. Cette plateforme collaborative serait sur Internet. On va éviter des mots de passe dont on se souvient pas, et surtout répondre à 5 critères majeurs d'accessibilité, de flexibilité, d'objectivité, de transparence et d'indépendance. Le but du jeu, c'est dans cette proposition, c'est que cette plateforme collaborative contiennent des sources d'informations validées. Alors elles existent déjà par ailleurs en provenance de nombreuses agences, de sociétés savantes, etc., de la littérature scientifique, des industriels évidemment, et donc ceci permettrait de répondre aux besoins d'informations qui proviennent de la part des patients, mais aussi des professionnels de santé, parce qu'on est chacun hyper spécialisé dans un certain domaine, et on veut aussi avoir quelquefois de l'information validée sur une information dont on a entendu parler et dont on n'a pas les
les sources qui la sous-tendent. Et bien entendu, cette plateforme devrait avoir une charte, gérer tout ce qui est lien d'intérêt, expliquer la méthode. Et cette plateforme qui donc serait sur Internet mériterait d'avoir ensuite une déclinaison, puisque les moyens de communication ont changé et évoluent vers tout ce qui est communication digitale, et notamment sur les réseaux sociaux. Concernant la 2, c'est donc les connaissances, améliorer tout ce qui est connaissances sur les produits de santé. Donc ça renvoie à l'éducation et la formation. Nécessairement, il faut restaurer l'image dégradée du médicament, permettre surtout au grand public, c'est lui la cible, d'avoir des connaissances de base sur ce qu'est le médicament. On voit bien que c'est pas du tout le cas actuellement, et que tout ceci nécessairement, si on veut améliorer, optimiser ce socle de connaissances, eh bien devrait passer par l'école, avec des injections de rappel plus tard, mais on parle de beaucoup de choses à l'école, mais très très peu de médicaments et des produits de santé. Donc ça nous paraît, il y avait toute une liste ensuite vous retrouverez dans l'article de propositions pour améliorer tout ce versant d'éducation et de formation concernant les produits de santé. Renforcer la parole, un peu trop vite cette molette. Donc renforcer la parole publique avec 3 points essentiels: coordonner la communication concernant les institutions, et on sait qu'elles sont nombreuses ensemble en France, et à défaut d'un émetteur unique, et on l'avait déjà évoqué en 2013 sur cette table ronde sur la gestion, la communication en période de crise, et à défaut d'un émetteur unique, eh bien au moins reprendre et exiger de ces institutions de mêmes éléments de langage pour éviter justement quelquefois des propos pas contradictoires, mais ils mettent en place une certaine incertitude qui est quelquefois compliquée à entendre et à comprendre. Donc plutôt porter une position commune et cohérente. Dans ce même ordre d'idée, clarifier les messages institutionnels, les rendre plus factuels possibles, les hiérarchiser, et puis apprendre à dire qu'on ne sait pas. Parce que quand on ne dit pas qu'on ne sait pas, et bien entendu après il faut proposer des solutions, mais il faut le dire, parce que ne rien dire finalement c'est très anxiogène, et là aussi une fois de plus ça laisse finalement le champ libre à d'autres. On a également parlé, il y avait des collègues de la médecine générale qui étaient dans le groupe, on a parlé du DGS urgent, qui est un processus de communication bien identifié de la part des professionnels de santé. Mais pourquoi le repositionner? Parce que tout simplement trop de DGS urgent tue le DGS urgent. Enfin, comme d'habitude, quand on utilise après un canal connu pour tout, eh bien il n'a plus son filtre d'urgent, et également avec donc de le repositionner sur sa mission première, qui est sa mission initiale d'être un canal prioritaire, avec aussi une proposition de le co-construire avec des professionnels de santé, puisque certains ont fait remonter au cours du temps quelquefois des messages contradictoires ou qui tenaient pas la route dans ces DGS urgents. Je vais passer très très vite sur le reste pour pas trop déborder. Donc savoir communiquer avec les bons codes et les bons outils, parce que là aussi il y a énormément d'évolutions, je dirais pas comme dans le numérique, mais ou presque. Donc il faut vraiment communiquer avec le bon niveau de langage, les bons outils, les bonnes pratiques, s'adapter à la cible. On parle pas aux professionnels de santé de la même façon qu'au grand public. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter à aux cibles. Et puis à ces nouvelles techniques, parce que les techniques ont aussi évolué dans ce champ de la communication, et pour bien aussi évaluer dans un domaine qu'est l'information, eh bien il faut aussi comprendre les pratiques de la presse écrite, audiovisuelle, et puis aussi éviter de contribuer, parce que quelquefois finalement on désinforme en voulant informer, puisqu'on relaie une désinformation. Donc là aussi il y a des petites techniques pour éviter cela. Et puis si on souhaite s'exposer en grand public, ça fait aussi appel à des codes, et donc il faut s'entraîner au média training au sein des CHU. Ils en proposent de plus en plus. 5e proposition, c'est développer la recherche sur la communication dans le domaine des produits de santé,
pour objectiver finalement cette chaîne informationnelle qui entraîne une viralité importante. Donc là, il y a des spécialistes qui sont plus à même de faire ces recherches, et l'idée là aussi, c'est de faire de la recherche multidisciplinaire dans ce champ-là qui va nécessairement exploser dans les années à venir. Hop. Et donc ça renvoie à l'importance de détecter des outils d'identification précoce. Lors de cette table ronde, on a appris, parce que je vous rappelle qu'on était au mois de juin, il y avait 2 règlements européens qui allaient sortir, et ça a été le cas en août 2023, et qui met donc en application, ça s'applique aux diffuseurs, et qui met en pratique le principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne est illégal également en ligne, et donc de responsabiliser les plateformes numériques. Et en France, c'est l'Arcom qui est chargé de sa mise en œuvre. On a également proposé un point de signalement unique, allant jusqu'à proposer une création d'une vigilance. C'est pas qu'on veut plein de vigilances, déjà il en existe énormément, mais c'est surtout dans le but qu'il y ait la coordination. J'en reviens au message de tout à l'heure, parce qu'on a l'impression sinon qu'on cloisonne et que chacun a fait le job, alors que c'est plus une coordination qu'il faudrait. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on a proposé la création d'une vigilance pour savoir, quand on est face à des informations, finalement, où est-ce que je dois aller. Il y a peu de monde qui savent réellement à quel endroit il faut le faire remonter. Hop, hop. Hop, la 7e, vous êtes toujours là. Donc maîtriser les esprits, maîtriser les contenus en développant l'esprit critique. La grande difficulté à l'heure actuelle, c'est que sont mis sur le même niveau, comme j'ai dit, l'opinion de quelqu'un et l'avis d'un expert. Donc c'est assez compliqué. Il faut sensibiliser les médias à ça, les journalistes, et c'est eux-mêmes, les journalistes présents dans la table ronde, qui nous ont dit qu'il fallait sensibiliser les journalistes, et surtout sensibiliser les boss, c'est-à-dire les rédacteurs en chef, parce que c'est eux au sein des médias qui choisissent les titres des journaux, c'est eux qui choisissent ensuite les sujets qui passent à la télé. Donc c'est par eux aussi qu'il faut passer si on veut sensibiliser et aller vers cette action de maîtriser les contenus. Et puis on a repris la grande difficulté de ne pas augmenter la viralité finalement, en voulant corriger une erreur ou donner de l'information concernant une désinformation. Et enfin, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, mais ça va aller très vite. Donc ça, je l'ai rapidement dit, définir les critères de qualité des sources d'information. Il en existe, mais ce sont des grilles qui sont avant tout techniques, mais pas sur le contenu. Donc l'idée, c'est de proposer, de disposer d'une grille de lecture sur la qualité des sites, exiger de toujours référencer les sources, parce que quand il y a des allégations sans source, ça doit interpeller, optimiser la transparence et la gestion des liens d'intérêt, et davantage aussi, et ça c'est un message pour les sociétés savantes, on a l'habitude de communiquer entre nous, peut-être pas suffisamment envers le grand public, et donc il faut prendre cet axe-là de davantage aller vers le grand public, sinon ça sera d'autres qui le feront, et sans doute moins bien. Hop, hop, hop. Et enfin, le dernier, vous êtes toujours là. C'est identifier, évaluer et référencer les initiatives pour le public. Alors, bien entendu, on ne part pas de zéro, il en existe déjà. L'idée, ce serait de les cartographier, de considérer également des actions conjointes entre le grand public et les sociétés savantes, et éventuellement d'alimenter cette plateforme pour aller là aussi dans une proposition qui a été dite tout à l'heure. Si des choses existent très bien, il suffit de les faire connaître plutôt que de refaire la énième ou la 25e fiche sur comment on utilise tel ou tel médicament, comment on utilise ça aussi. Donc voilà, essayez là aussi d'aller vers la simplification. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de recommandations. Juste vous souligner que le groupe était très studieux, souriant, content d'être là, de travailler à Gien, mais surtout, et c'est rare, c'est que c'est un groupe qui continue à travailler, qui continue de se mobiliser, qui intervient. Certains ne sont pas là parce qu'ils sont au congrès de médecine générale, certains ont participé à des interventions digitales. On a eu le plaisir avec Mathieu et Hervé d'être auditionnés par l'OPESC il y a quelques semaines de ça. On a même parlé de notre papier à une commission franco-américaine. Donc voilà, le travail continue. J'ai pris que les interventions les plus récentes. Voilà, un grand merci à tous.